Bonsoir Madame Spector. Nous sommes très honorés de vous avoir derrière l'écran pour le Conseil scientifique et pour l'Union des fédéralistes et que vous ayez accepté de joindre notre Conseil scientifique. Vous étiez à l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, spécialiste de l'Europe des Lumières. Il y a un ouvrage que je crois est très intéressant que vous avez écrit en 2014 qui est « Penser l'Europe au XVIIIe siècle ». Vous avez été professeur à l'Université de Bordeaux et depuis 2016 à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez publié, je crois que c'était en décembre 2021, un ouvrage Nos Demos. C'est important pour nous les fédéralistes. Vraiment un enthousiasme positif pour le fédéralisme et l'idée que vous émettez de République fédérative européenne est effectivement une source d'inspiration. Je voudrais vous poser la première question sur votre parcours. Pourquoi cet appétit de l'Europe, dans le fond ? Écoutez, d'abord, merci de votre proposition d'entretien. Concernant mon propre parcours, disons que je suis partie des Lumières, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire finalement de la philosophie française, et en particulier de Montesquieu et de Rousseau. Et puis, petit à petit, je me suis dirigée vers la question de l'héritage des Lumières, c'est-à-dire finalement des grandes questions qui avaient été posées au XVIIIe siècle, en matière politique notamment, afin de voir si certains des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la sphère politique ne pouvaient pas être mieux traités, sinon mieux résolus, en se nourrissant des ressources théoriques qui pouvaient émerger à partir du XVIIIe siècle. Donc, en fait, il y a eu plusieurs déclencheurs, mais le premier a été le débat préparatoire au référendum concernant le traité constitutionnel européen, donc, qui a été rejeté en France par référendum en 2005. Et il me semblait qu'au moment du débat préparatoire au référendum, des bons arguments s'affrontaient de part et d'autre, mais il y avait de vraies lacunes dans l'analyse du fait européen, du projet européen, de la manière dont celui-ci devait être conçu d'un point de vue normatif. Donc ça a été en fait un déclencheur pour moi, cet événement du débat préparatoire au traité constitutionnel européen. Et j'étais assez catastrophée en fait de son issue parce que j'étais intimement persuadée que le plan B dont on nous parlait à ce moment-là était vraiment une imposture. Donc, je me suis engagée sur la voie d'une réflexion sur l'Europe et sur l'Union européenne. L'ouvrage que vous avez mentionné n'est pas une monographie ni une œuvre en nom propre. C'est en fait un ouvrage collectif qui est issu d'un séminaire à l'École normale supérieure que j'avais organisé avec mon collègue historien Antoine Lilti, qui est aujourd'hui au Collège de France. Et donc, nous avons fait paraître ensemble à la Voltaire Foundation à Oxford, en fait, ce qui est un collectif où nous avons souhaité, disons, interroger de nombreux spécialistes. Comment pensait-on l'Europe au XVIIIe siècle ? Le sous-titre, c'est « Commerce, civilisation, empire ». Et donc, l'un des objectifs que nous avions, c'était d'affronter la question, le défi post-colonial, puisque l'Europe est sans cesse, disons, ramenée à son passé colonial, parfois à bon droit, parfois de manière abusive. Et donc, voilà, ça a été la première entrée, disons, cette réflexion sur la naissance de l'idée d'Europe au XVIIIe siècle. Alors, il y a des réflexions, on pourrait dire, plus institutionnelles qui datent depuis plus longtemps, depuis le XVe siècle en réalité. Mais l'idée d'Europe elle-même, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait penser une ère culturelle ou civilisationnelle par-delà les États-nations, ça, c'est quelque chose qui vraiment apparaît au XVIIIe siècle et qui apparaît, c'est intéressant, je trouve, sur les ruines de la chrétienté. Donc l'idée d'Europe se substitue à l'idée de chrétienté, qui était une forme d'universalité, qui elle-même avait remplacé la romanité. Donc voilà, qu'est-ce que l'Europe ? Comment la concevoir par-delà la diversité, l'hétérogénéité des États-nations ? C'est une question, par exemple, que Montesquieu s'était posée, que Rousseau se posera, et ensuite d'autres auteurs encore. Donc voilà le point de départ de mon cheminement, qui s'est poursuivi aussi avec un autre collègue, cette fois-ci civilisationniste, parce que je pense que l'Europe se prête vraiment aux rencontres interdisciplinaires. Donc, un collègue qui se nomme Tristan Coignard, qui est à l'Université de Bordeaux, donc un ancien collègue de l'Université de Bordeaux que vous aviez mentionné. Et donc, nous avons là aussi organisé toute une entreprise collective qui est parue chez Garnier Classique sous le titre « Europe philosophique, Europe politique, l'héritage des Lumières ». Et donc là aussi, il y a des voix assez dissonantes. Certains pensent qu'en réalité, on ne peut pas faire remonter au XVIIIe siècle, ou par exemple à la figure d'Emmanuel Kant, les projets européens qui se seraient matérialisés ensuite au moment de la SDN et au moment des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, mais d'autres au contraire
vont puiser de fait dans le XVIIIe siècle des ressources théoriques extrêmement importantes, chez Montesquieu, chez Rousseau, chez Kant, dans le romantisme allemand également. Enfin bon, voilà, il y a toute une série de voies qui sont explorées ici. Et enfin, donc, je me suis engagée cette fois-ci en mon nom propre dans ce livre que vous avez cité, donc Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, paru au Seuil dans la collection L'Ordre philosophique, donc en octobre 2021. Et c'est un livre plus personnel. C'est la première fois que je m'engage ainsi on pourrait dire, à la croisée de la philosophie politique et peut-être de la politique en train de se faire. C'est la première fois que je propose un engagement un peu plus fort, en effet, en faveur du fédéralisme, dans une version particulière, la République fédérative européenne, dont je vais justement chercher les prémices chez Montesquieu et chez les fédéralistes américains, en essayant de montrer comment, à partir de là, acheminer une certaine idée fédéraliste de l'Europe qui ensuite va se retrouver, se déployer, prendre son essor chez les fédéralistes italiens à partir de la Première Guerre mondiale et qui va en quelque sorte éclore après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'issue du génocide, de la Shoah et disons sur le constat des horreurs du nationalisme et de la barbarie nationaliste. Donc voilà, c'est un petit peu ce cheminement que j'ai tenté de suivre et disons que le dernier livre est plutôt une tentative pour proposer, on pourrait dire, ce que j'appellerais une politeia, un bon régime. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas un bon régime possible pour cette Europe qui est un modèle sui generis, un modèle un peu unique en son genre. Très bien, merci beaucoup quand vous retracez un petit peu l'histoire de la pensée de l'Europe, effectivement. Sur les défis actuels, on a vu il y a quelque temps ce qu'on a appelé un moment hamiltonien, en référence effectivement à Hamilton, un des pères fondateurs du fédéralisme aux États-Unis, notamment au moment où on a mutualisé la dette pour le grand plan de relance européen après le Covid. On a parlé un petit peu de ce moment en se disant il se passe quelque chose. On a eu la conférence sur l'avenir de l'Europe aussi où on s'est dit il se passe quelque chose. Là, on sent, fin 2022-2023 aussi, une remontée de force plus centrifuge, remontée du souverainisme, des nationalismes, de plus en plus présent. Pour vous, est-ce que ce moment hamiltonien, il est derrière nous, on l'a raté, il faut en trouver un autre? Ou est-ce qu'on peut imaginer là que dans ce qui se passe aujourd'hui, sur les défis aujourd'hui, on puisse construire cette Europe République fédérative européenne dont vous parlez? Alors, bon, c'est toujours très difficile de prévoir et un intellectuel n'est jamais un bon prophète, mais disons que j'étais beaucoup plus optimiste il y a un an qu'aujourd'hui, pour le dire très, très nettement. C'est la première phrase de mon livre, j'évoque ce moment hamiltonien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Hamilton, l'un des pères fondateurs de la Constitution américaine de 1787, avait proposé en effet un modèle fédéral avec un État fort pour les États-Unis d'Amérique, qui était auparavant une confédération depuis 1781. Et corrélativement, quelques années plus tard, alors qu'il était responsable notamment de la Banque centrale, il a effectivement engagé un processus de mutualisation de la dette. Et on peut dire qu'en un sens, le bond fédéral s'est véritablement effectué, non seulement avec la Constitution, mais avec la mutualisation. Donc, la question se posait il y a quelques temps, et notamment il y a un an et demi, voilà, au moment où, après le Covid, on a eu ce grand plan de relance. C'était assez inouï, 750 milliards d'euros sur la base d'un emprunt commun, ce qui était vraiment transgressé un tabou très fort en termes d'orthodoxie monétaire et budgétaire. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on a là un bon fédéralisme? Et moi, j'avais envie d'y croire et je me faisais pas complètement des illusions, mais j'avais envie de croire que c'était vraiment un tournant historique dans le projet européen. Je suis beaucoup plus réticente aujourd'hui à parler de moment hamiltonien, même si, à mon sens, effectivement, on a eu quelque chose d'incroyable et de fondamental avec le plan de relance qui permet d'affecter un tiers des investissements à la transition écologique, ce qui est fondamental. Un moment hamiltonien qui, à mes yeux, se poursuit à travers le pacte vert, qui engage là aussi un destin commun, l'Union européenne. Et enfin, troisième phénomène, effectivement, une réaction unitaire très solide, très solidaire à la guerre en Ukraine. Bon, qui s'est manifestée par 8 trains de sanctions. Bon, pour ma part, je ne suis pas très favorable à ces sanctions, mais en tout cas, elles ont démontré une unité très, très claire de l'Union européenne.
y compris, hein, bon, on a réussi à ramener la Pologne dans le giron, même si la Hongrie continue à jouer un peu cavalier seul. Alors, pourquoi est-ce que je suis plus sceptique aujourd'hui? Parce que, d'une part, la guerre en Ukraine s'enlise et les opinions publiques sont lasses. Le bel élan de solidarité qui a conduit à l'accueil des réfugiés s'est un petit peu émoussé. On voit aujourd'hui le prix de cette guerre pour l'Europe, alors que les États-Unis apparaissent comme les grands gagnants. On voit que la Russie ne s'est pas du tout effondrée malgré les trains de sanctions, qu'elle a réussi finalement à reconvertir, hein, aussi ses débouchés économiques. Bon. On voit aussi que par ailleurs, la rivalité sino-américaine est de plus en plus forte et qu'elle structure maintenant la géopolitique. Et il est difficile pour l'Europe de trouver sa place dans cet affrontement des superpuissances. C'est-à-dire que l'Europe avait joué une carte, on pourrait dire, hein, pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle avait joué la carte du multilatéralisme, de l'application des droits de l'homme, avec la volonté d'établir un leadership climatique, mais effectivement de sortir de ce qu'on pourrait appeler la realpolitik, la politique de puissance machiavélienne ou hobbesienne. Donc, c'est ce qu'on a appelé, hein, Robert Kagan notamment, la vision un peu kantienne de l'Europe, l'Europe Vénus contre l'Amérique Mars. Alors bon, c'était un peu caricatural, bien sûr, mais ça disait quelque chose des choix de l'Europe qui refusait de se considérer comme une puissance. Or, aujourd'hui, non seulement l'Europe n'est pas devenue vraiment une puissance, puisqu'elle n'a pas d'armée, hein, elle n'a pas de politique étrangère commune au sens fort, mais par ailleurs, elle est affaiblie par le fait que, bah oui, c'est l'OTAN et non pas l'Union européenne qui est en ligne de front dans cette guerre en Ukraine. Et on voit bien que l'Europe n'a pas du tout les moyens, ni peut-être même la volonté d'assurer sa sécurité, qu'elle est scindée entre, d'une part, des pays d'Europe centrale et orientale qui sont atlantistes, beaucoup plus atlantistes que les pays d'Europe occidentale, que l'Allemagne ou que la France, et que cette scission en termes de politique étrangère est difficile à résorber. Il faudrait aussi augmenter de manière très massive nos dépenses d'armement, ce que nous ne souhaitons pas forcément faire à l'heure où nous aimerions investir dans les services publics et l'éducation, l'enseignement supérieur, la transition écologique. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, il me semble, hein, ce moment hamiltonien, une sorte de bel élan de solidarité aussi, est un peu émoussé, un peu érodé. Et à vrai dire, je ne suis pas extrêmement optimiste dans ce monde très brutal qui s'annonce devant nous et on a un peu l'impression que seuls les rapports de force doivent finalement l'emporter. Merci beaucoup. Vous avez travaillé sur le ou les concepts de souveraineté et vous avez développé l'idée, enfin cet idéal de République fédérative européenne. Alors, comment pourrait-on concevoir, avec ce modèle sui generis européen, des souverainetés partagées, le rôle de l'Europe, des États-nations, sans nuire à la démocratie, mais en fait en essayant de l'améliorer, ce qui devrait être le but de cette République fédérative européenne? Oui. Alors, merci de me donner l'occasion d'abord de préciser un peu ce que j'entends par République fédérative européenne. C'est un modèle donc, que j'emprunte, République fédérative, à l'esprit des lois de Montesquieu, au livre 9, qui lui-même donc, a été réinvesti, comme je le disais, par Madison et Hamilton. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de République fédérative? À l'origine, c'est une association libre, contractuelle, entre des corps politiques qui décident de s'associer d'abord pour se défendre. Hein, donc la première finalité de la République fédérative, elle est défensive, et c'est parce que, comme nous le dit Montesquieu, les républiques se trouvent dans un monde d'empire et menacées pour leur existence même, menacées pour leur liberté politique, qu'elles doivent s'associer sur la base d'un contrat. Alors, Montesquieu n'appliquait pas cette situation à l'Europe. Ce que je souhaite faire pour ma part, c'est dire qu'il me semble qu'il faut effectivement un contrat social européen à l'origine de cette République fédérative, et que pour que ce contrat social puisse prendre sens entre des corps politiques souverains, il faut impérativement que ces corps politiques souverains acceptent de transférer, hein, de se délester d'une part de leur souveraineté qu'ils mutualisent au niveau fédéral. Alors aujourd'hui, on a déjà, hein, sans avoir une fédération complète, on a déjà des transferts importants de souveraineté sous le nom de compétences, hein, compétences exclusives de l'Union, parfois compétences partagées, compétences d'appui. Donc les États membres ont accepté, hein, dans les différents traités, et notamment depuis le traité de Maastricht, de transférer un certain nombre de compétences, et donc ils ont de facto accepté de partager la souveraineté. Alors la difficulté, c'est que dans un certain nombre de pays, en particulier dans les pays non fédéraux comme la France, hein, c'est pas la même chose en Allemagne, c'est pas la même chose en Belgique,
Eh bien, dans ces pays non fédéraux, on vit souvent sur un imaginaire unitaire et monolithique de la souveraineté. Et donc, pour vous donner cet exemple, hein, en France, on est très imprégné de l'imaginaire politique rousseauiste, hein, qui est passé par la Révolution française, cette idée d'une république une, indivisible, inaliénable et absolue. Et donc, cette souveraineté populaire ou cette souveraineté nationale qui s'identifie à la souveraineté étatique est considérée comme faisant bloc, hein, comme étant, on pourrait dire, d'un seul corps. Or, pour penser l'Union européenne, on est obligé de penser la diffraction de la souveraineté, c'est-à-dire qu'on est obligé de penser que certes, le fondement de la souveraineté est bien le peuple, hein, c'est le peuple qui est en quelque sorte la source unique de la souveraineté, et ça, il faut le maintenir, mais en même temps, il faut accepter que l'exercice de la souveraineté, lui, soit en quelque sorte partagé, diffracté, et peut-être plural ou au moins dual entre un niveau fédéral et le niveau des entités fédérées. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé au moment de la constitution de la Fédération américaine en 1787-1788, c'est-à-dire un moment où on a décidé finalement que le peuple était le titulaire unique de la souveraineté, mais qu'on pouvait décider que ce peuple, pour un certain temps, pour un certain mandat, déléguait un certain nombre de pouvoirs, soit au niveau effectivement local, soit au niveau fédéral. Alors, j'insiste sur le fait que pour moi, cette République fédérative européenne n'est pas nécessairement centralisée. Ce n'est pas une sorte d'État léviathan européen qui impliquerait la centralisation absolue des pouvoirs au niveau fédéral. Je pense que ça, c'est un modèle qui dysfonctionne. Et tout l'intérêt que j'ai pour le modèle fédéral consiste à essayer de le penser dans sa richesse, dans sa diversité, dans sa pluralité, pour trouver quel est le modèle adéquat, pertinent, qui convient à notre situation très singulière en Europe. Cette situation très singulière, elle diffère complètement de la situation américaine. Dans le cas américain, on avait des États, les 13 colonies à l'origine, qui étaient des États assez faibles, qui avaient du mal à assurer leur sécurité extérieure et même, on pourrait dire, leur empire à l'intérieur, leur maîtrise territoriale à l'intérieur, et puis qui avaient quand même un certain nombre de facteurs d'homogénéité, hein, une langue commune, une religion commune à l'époque, et puis voilà, un certain nombre de mœurs puritaines qui étaient assez communes aux différentes colonies. En Europe, on est dans un cas d'hétérogénéité complète. Une grande diversité linguistique, une diversité ethnique, une diversité religieuse, une diversité des traditions politiques, juridiques, administratives. Et donc, il ne s'agit pas du tout, dans le modèle que je défends, d'uniformiser. Je m'entends maintenant en écho, je ne sais pas si vous pouvez le supprimer. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il ne s'agit surtout pas de penser une fédération qui soit une uniformisation, qui, en quelque sorte, ne fasse pas droit à cette diversité culturelle, politique, linguistique. En revanche, cette République fédérative européenne, elle doit être fondée sur un certain nombre de principes communs, hein, et donc sur une constitution commune. Alors, on a beaucoup discuté au moment du TCE, justement, sur faut-il donner à l'Europe une constitution? Moi, j'y étais très favorable à ce moment-là, même si je pense que le traité n'avait pas la forme adéquate, hein. Une constitution, ça doit être assez court, ça doit être compréhensible par tous, ça ne doit pas être un long traité juridique que seule une petite élite peut effectivement comprendre. Donc voilà, je suis en faveur de ce modèle, et il me semble que ce modèle de souveraineté partagée, c'est-à-dire où les États membres restent maîtres des traités, mais acceptent de se dessaisir d'un certain nombre de compétences parce qu'ils pensent que ces compétences seront exercées de manière plus efficace et plus juste au niveau commun, hein, au niveau fédéral, eh bien, ce modèle de souveraineté partagée peut être démocratique. C'est là tout l'intérêt, et c'est ce que je défends dans le livre. C'est-à-dire qu'en réalité, une fédération n'a pas vocation à être une fédération bureaucratique, exécutive, et à, disons, poursuivre une sorte de dérive technocratique qu'on a trop observée ces dernières années. Et donc, il faut effectivement redonner du pouvoir au peuple, redonner du pouvoir aux démos. Et pour cela, eh ben, il y a toute une série de stratégies, hein, que je déploie dans le livre. Je n'ai pas le temps de les développer toutes ici, mais j'en donnerai simplement une qui passe par le déploiement d'une démocratie environnementale. Je pense que l'échelon transnational, supranational, c'est le bon échelon pour affronter des problèmes aussi difficiles, aussi graves, que la lutte contre le changement climatique, contre l'érosion de la biodiversité, etc. Et donc là, on a des arguments extrêmement forts pour aller au-delà de l'État-nation, pour essayer de mener une politique qui n'est pas seulement coordonnée et concertée, ça c'est déjà le cas, mais vraiment démocratique, commune, en sollicitant davantage effectivement la participation des citoyens.
Hop. Alors sur cette thématique, on entend souvent, et pour opposer à votre principe de souveraineté européenne, le fait qu'on ne peut pas faire d'Europe puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Comment travailler sur cette affirmation? Comment faire émerger une mémoire commune préalable pour un contrat social européen, peut-être? Que faire pour qu'un espace politique et démocratique européen apparaisse? Et puis aussi, comment éviter que sous la pression des souverainistes, les droits fondamentaux et la prééminence du droit européen ne soient régulièrement bafoués. Oui, alors il y a beaucoup effectivement de questions qui sont chacune très importantes et différentes en son genre. Alors tout d'abord, la question de la mémoire, la question de la culture au fond européenne. Je ne crois pas du tout qu'il faille là aussi une mémoire uniforme, une mémoire unitaire. Et toutes les tentatives pour reconstituer une sorte de manuel d'histoire un peu hagiographique qui reconstruirait de manière téléologique l'histoire européenne vers cet accomplissement que serait la construction de l'Europe, je pense, a échoué. Donc, on ne peut pas écrire un grand manuel d'histoire qui mettrait tout le monde d'accord, qui créerait un consensus entre les historiens. Bon, ça, c'est vraiment une tâche, une mission quasiment impossible. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est partir de nos différends, partir de nos désaccords, partir de la différence de nos approches aussi de l'Europe, ce que le philosophe canadien, québécois Charles Taylor appelle la diversité profonde. Deep diversity, c'est une diversité profonde. C'est-à-dire, nous avons tous en Europe finalement une vision différente de l'Europe. Et il y a eu un très beau livre qui est paru il y a quelques années sous la direction de Calypso Nicolaïdis et Justine Lacroix, qui restituait la diversité de ces narratifs selon les États-nations, qui eux-mêmes ne sont pas d'ailleurs homogènes dans leur vision de l'histoire. Donc il faut partir des différences, il faut partir aussi des conflits et des guerres. Et il faut cesser de se raconter des belles histoires sur l'unification européenne. C'est-à-dire qu'il faut partir, ce que j'appelle, en philosophie c'est un terme assez connu, le travail du négatif. Il faut partir de la négativité, il faut partir des tragédies de l'histoire et notamment des guerres, puisque c'est à partir en fait de la mémoire des guerres que nous avons tenté d'édifier cette construction européenne. Il n'y aurait pas eu de construction européenne s'il n'y avait pas eu de génocide, s'il n'y avait pas eu la Shoah, s'il n'y avait pas eu vraiment cette barbarie nationaliste. Et donc, en fait, il faut se souvenir de cette intention fondatrice pour comprendre, en fait, l'impetus qui a permis la construction européenne, alors que la SDN, qui était vraiment fondée sur un projet kantien magnifique, la SDN qui était voulue par Wilson, le président américain, a échoué. Donc voilà, il y a une différence. La construction européenne a réussi parce que le moment était propice. Il y avait une conjoncture favorable et Jean Monnet, aidé notamment par Robert Schuman et par d'autres, Paul Reuter, l'artisan des institutions à l'origine. Donc, ils ont su saisir l'occasion et ils ont su saisir aussi ce moment institutionnel hors du commun qui leur permettait de construire la CK, la CE, etc. Donc, je crois qu'il faut penser une mémoire, mais pas une mémoire figée, une mémoire, rien qui ressemble à une identité essentialisée. Voilà, c'est ça. Il faut en effet peut-être avoir une académie d'Europe. Ça me paraît une bonne idée, où des historiens peuvent dialoguer, converser, mais il ne faut surtout pas vouloir figer une histoire linéaire et monolithique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, essayer de penser ce qu'il y a derrière le contrat social. Est-ce qu'il y a des conditions culturelles, pré-politiques de la construction politique? C'est ce que pense par exemple Rousseau. Très intéressant dans l'extrait du projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. C'est un texte qui publie en 1761, qui va avoir un succès absolument colossal à l'échelle européenne, qui est à l'origine du projet de paix perpétuelle de Kant. Eh bien, dans ce texte, Rousseau dit oui, il faut faire une généalogie culturelle de l'Union européenne, enfin, ce qu'ils appelaient, c'est Saint-Pierre qui appelait ça l'Union européenne déjà, en tout cas du corps politique européen. Il faut essayer de trouver un socle culturel pré-politique de cette construction confédérative. Et donc, à l'époque, Rousseau imaginait effectivement de partir, alors plutôt que de la Grèce, en l'occurrence de l'Empire romain, du droit romain, de ce qu'avait réussi déjà à constituer cet empire, et puis ensuite de voir comment le christianisme avait revisité la construction impériale romaine, comment la lutte au Moyen-Âge entre le sacerdoce et l'empire avait, disons, irrigué la conscience européenne, et ensuite comment un nouvel esprit, après le Moyen-Âge, la Renaissance, la Réforme, s'était constitué en Europe, et en particulier comment le commerce, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la circulation des biens, mais aussi des idées, de la culture,
de la philosophie, des arts, avait permis en fait la constitution d'un espace culturel européen. Et donc, la manière dont j'envisage la constitution de l'Europe n'est pas désincarnée ou décharnée. Hein. Elle repose sur cette unité culturelle. Alors, ce n'est pas les racines chrétiennes, hein, vous l'avez compris, de l'Union européenne, mais c'est bien ce socle culturel qui est pluraliste. Il faut aussi intégrer, hein, ce qui est difficile aujourd'hui, on a parfois du mal à le faire, mais l'histoire de la féodalité, qui a été un grand phénomène européen, dont Montesquieu s'est fait l'écho dans l'esprit des lois, autant que l'histoire de la Grèce, de Rome, de l'inclusion ensuite par les croisades, hein, d'une culture qui venait d'Orient, etc. Ce que beaucoup de philosophes au XVIIIe siècle, et notamment William Robertson, qui est bien oublié aujourd'hui, a aussi tenté de faire. Donc voilà, éviter cette désincarnation de l'Europe, expliquer effectivement tous ces phénomènes historiques qui ont eu un impact à l'échelle hein, vraiment transnationale. Alors après, comment éviter que sous la pression des souverainistes, ça c'est une toute autre question, hein, les droits fondamentaux ne soient pas bafoués, la prééminence du droit européen ne soit pas bafouée, pour moi, c'est une question complètement différente. Et en fait, elle tient au rôle de la CEDH, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, et donc du Conseil de l'Europe, et au rôle également de la Cour de justice de l'Union européenne, cette fois-ci dans le cercle plus restreint des États membres. Alors, ces deux cours, maintenant, dialoguent beaucoup, hein, ont constitué chacune une jurisprudence importante, et donc, évidemment, il faut que ces cours soient en mesure de faire appliquer les droits fondamentaux, de faire en sorte que le primat du droit européen, hein, qui a été établi, il faut le rappeler, à partir d'une sorte de putsch institutionnel de la Cour de justice en 1963-1964, eh bien, il faut que ce primat du droit européen puisse l'emporter. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Aujourd'hui, on a surtout fait valoir une stratégie économique et par le biais de la conditionnalité de l'obtention des fonds européens, notamment à l'occasion du plan de relance. Et cette stratégie économique a mieux fonctionné que la stratégie politique ou que la stratégie juridique, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, pour la stratégie politique, il faut l'unanimité au Conseil européen pour voter des sanctions, et ça, on voit que c'est impossible dès lors que deux États membres comme la Pologne et la Hongrie se mettent d'accord, entre guillemets, pour échapper aux sanctions. Donc, tant qu'on aura un droit de veto aussi fort au Conseil européen, on ne pourra pas envisager de sanctions politiques comme une suspension du droit de vote, ce qui, à mon avis, est dommageable. Hein. Il faudrait aller vers plus de décisions à la majorité qualifiée, et notamment pour ce genre de sanctions. Et puis, pour la voie juridique, c'est assez compliqué parce que les sanctions qu'applique la Cour de justice sont des sanctions financières. On n'a pas de police, on n'a pas de, vraiment de possibilité de mettre en place d'autres types de sanctions à l'échelon européen. Et donc, là aussi, hein, c'est une fragilité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut bâtir une police européenne, je ne crois pas du tout en cette voie-là, mais je pense en revanche qu'il faut vraiment politiquement se donner les moyens, en effet, de remettre de l'ordre dans les États qui quittent les valeurs fondamentales de l'État de droit. C'est l'article 2 du traité de l'Union européenne. Si on accepte d'entrer dans l'Union, il faut accepter en effet les valeurs fondamentales comme le respect de l'État de droit, c'est-à-dire l'indépendance du pouvoir judiciaire. Hein, là aussi, ça vient de l'esprit des lois de Montesquieu. C'est quelque chose de fondamental. Ça s'est installé dans les constitutions des démocraties constitutionnelles à l'Ouest avant de s'installer à l'Est. Mais maintenant, ça devrait être là un peu partout parmi les États membres. Et donc, il faut évidemment lutter dans cette direction. Le contexte européen actuel, nous avons de nombreux défis, nous en sommes tous conscients. Et dans ce contexte-là, vous souhaitez l'émergence d'un nouveau domaine, je crois que vous appelez ça telos, un domaine européen, de compétences européennes, à la limite, la solidarité, au-delà des acquis que nous connaissons, qui sont la paix, la sécurité, la prospérité, etc. Donc en fait, cette idée de créer une véritable Europe sociale qui peut contrarier, qui peut les effets pervers que nous avons connus sur les marchés. Comment pourrait-on s'y prendre pour arriver à cet objectif qui nous semble tout à fait intéressant? Oui, alors vous avez raison, c'est extrêmement difficile hein, et je mesure les obstacles qui nous séparent de la constitution d'une Europe sociale. C'est-à-dire que, pour ma part, je ne dissocie pas l'Europe sociale et l'Europe environnementale. Hein. C'est ce que j'essaye de dire dans le dernier chapitre de mon livre. Donc, ce nouveau télos, c'est-à-dire cette finalité nouvelle de l'Union, cette nouvelle raison d'être du projet européen qui s'est constitué pour réaliser la paix, et ça, c'est un objectif magnifique
qui a été pour l'essentiel atteint, hein, puisque la guerre en ex-Yougoslavie, c'était aux marges de l'Union, la guerre en Ukraine, c'est aux marges de l'Union. Donc, on a réussi la paix, on a réussi la prospérité, on a réussi la liberté politique et civile. Ce qu'il nous reste à réussir, c'est l'implémentation des droits sociaux et des droits environnementaux. Et c'est là que, si vous voulez, il y a eu un certain nombre de critiques souverainistes de gauche qui ont été adressées à l'Union européenne, et parfois à bon droit, consistant à dire finalement la construction du marché intérieur, ça a été la grande œuvre du projet européen. On a levé les entraves. La Cour de justice en particulier a conduit à la libéralisation et peut-être à la dérégulation. La Commission elle-même s'est faite l'artisane, notamment à travers la DG Concurrence, de cette libéralisation générale qui a affecté le transport, l'énergie, pas toujours à bon escient, les télécommunications. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment on remédie aux effets pervers du marché intérieur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de corriger les injustices de la mondialisation, qui peuvent être extrêmement fortes, il y a la concurrence déloyale, et donc là, il faut les corriger, c'est-à-dire par exemple, et ça vient d'être fait depuis le mois de décembre, instaurer une taxe carbone aux frontières, accepter des standards environnementaux et sociaux inclus dans les traités de libre-échange, ce qu'on est en train d'apprendre à faire avec ces traités de libre-échange nouvelle génération qui incluent ces standards. Donc pas seulement ça, mais aussi se donner les moyens, en quelque sorte, de garantir effectivement à l'intérieur des droits sociaux et des droits environnementaux qui protègent les travailleurs, qui protègent les catégories vulnérables, y compris au défi de l'européanisation. Et donc, voilà, c'est là que je suggère quelques pistes, comme d'autres de mes collègues. Ça a été fait aussi par Thomas Piketty, par Stéphanie Hennette-Vaucher, c'est-à-dire la piste finalement d'une Europe fiscale, c'est-à-dire le fédéralisme fiscal, social et environnemental. Alors, il faut mettre en place une fiscalité européenne parce que c'est le bon échelon pour le faire. Alors, on va dire encore des impôts, bon, c'est pas forcément très réjouissant, mais il faut que les citoyens comprennent que l'impôt, c'est le ressort majeur de la citoyenneté. Les révolutions démocratiques au XVIIIe siècle, même au XVIIe en Angleterre, se sont faites sur l'idée selon laquelle no taxation without representation, pas de taxation sans représentation politique. Donc, ça a été le levier du pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse. On a un Parlement, mais qui n'a pas de pouvoir de taxation. Et ça, c'est un déséquilibre insupportable. Et donc, comme notamment le philosophe Étienne Balibar, je dis no representation without taxation. Il faut un impôt européen qui soit vraiment un impôt fédéral. Alors, les pistes que propose par exemple Thomas Piketty me semblent bonnes, outre une taxe carbone qui serait très progressive, pas du tout le modèle qu'on a eu en France, mais une taxe carbone très progressive qui taxe les émissions de luxe et surtout, disons, les plus hauts déciles, et qui protège en fait les catégories populaires en exemptant les émissions dites de nécessité. Donc, outre ce modèle de taxe carbone très progressif, il faudrait bien sûr mettre en place au niveau européen des taxes sur le patrimoine, comme le propose notamment Thomas Piketty, ou des taxes sur les très hauts revenus, et contre l'optimisation fiscale des multinationales. Voilà, c'est là que se trouve vraiment le ressort financier pour réussir la transition écologique qui va nous coûter une fortune, il ne faut pas se le dissimuler, et surtout pour lutter, c'est ça que j'appelle de mes voeux, pour des services publics européens. Et je crois que Paul Magnette, qui est quelqu'un que j'admire énormément, vraiment a trouvé la bonne voie, c'est la voie des services publics européens. Si on veut défendre l'Europe, y compris face aux catégories populaires, qui peuvent être séduites par le discours souverainiste nationaliste qui peut sembler plus protecteur, eh bien, si on veut trouver la bonne voie, il faut montrer que l'Europe protège effectivement les catégories vulnérables, qu'elle n'est pas un instrument aux mains du grand capital ou de l'oligarchie dominante. Et pour cela, il est impératif, effectivement, d'avoir une bonne application des droits sociaux et environnementaux. Alors, on protège mieux en Europe les droits environnementaux, et par exemple, c'est vrai qu'il y a une très belle législation européenne, de nombreuses directives. La France a souvent été à la traîne de l'Europe, elle a dû se mettre au diapason. Donc, du point de vue des droits environnementaux, il y a encore du chemin à faire, mais on est quand même assez bien lotis. En revanche, du côté des droits sociaux, c'est vrai que d'un point de vue historique, l'Angleterre, le Royaume-Uni a toujours lutté, notamment au moment des négociations préalables à la Charte des droits fondamentaux, a toujours lutté pour que les droits sociaux ne soient pas des droits au même titre que les autres droits, notamment les droits économiques. Et donc, on a des droits sociaux qui sont des principes plutôt que des droits. Et donc, il faut vraiment travailler, comme le veulent là aussi
de nombreux juristes à assurer la justiciabilité des droits sociaux, notamment devant la Cour de justice de l'Union européenne. Nous arrivons au terme de cet entretien. Nous avons au niveau de l'UEF un conseil scientifique, plus de 20 membres, avec des philosophes, des professeurs de droit européen, des historiens, des économistes, des communicants, donc un groupe diversifié. Qu'attendez-vous de ce conseil scientifique et comment promouvoir des méthodes de travail entre ce groupe d'universitaires, de chercheurs, etc. Alors, je dirais, du point de vue des principes, d'abord, je pense que ce que doit faire une union fédéraliste, c'est explorer toute la palette, tout l'éventail vraiment des possibles que le fédéralisme offre à la pensée politique contemporaine. C'est-à-dire surtout ne pas essentialiser le modèle fédéraliste en disant, voilà, c'est le modèle américain, on voit qu'il dysfonctionne aujourd'hui, ou c'est le modèle canadien qui ne marche pas si bien non plus, ou c'est le modèle allemand, ou le modèle belge. Bon, voilà. Il faut inventer, il faut être créatif au niveau des principes, c'est-à-dire dire il y a des ressources théoriques dans le fédéralisme, alors à la fois des ressources philosophiques, des ressources historiques, et il faut essayer de mutualiser, c'est pour ça qu'on est un conseil scientifique aussi divers, il faut essayer de mutualiser nos connaissances, nos savoirs entre juristes, philosophes, politistes, peut-être sociologues, voilà, essayer de mettre en commun nos connaissances pour essayer d'affiner le modèle que nous appelons de nos voeux, sans peut-être espérer parvenir à un consensus, mais en tout cas en faisant vivre les polémiques et les controverses sur la diversité des modèles fédéralistes disponibles. Donc ça, c'est le premier point. Essayer de montrer qu'une fédération peut être démocratique et pas forcément bureaucratique ou technocratique. Voilà, ça, c'est ce qui m'importe le plus. Alors après, je dirais au niveau des méthodes de travail, c'est toujours délicat de pouvoir établir quelles sont les meilleures méthodes. Je pense que l'idée d'organiser un colloque annuel est très bonne, même si certains d'entre nous, et je m'excuse moi-même de ne pas pouvoir le faire, ont du mal à se libérer, aussi bien pour les conseils que pour les colloques. Mais je pense que ça reste la meilleure manière de procéder pour organiser des rencontres, parfois en effet par visioconférence, parfois en présence. Et donc je pense qu'il faut essayer de faire vivre cette petite communauté et surtout que cette communauté en elle-même parvienne, alors chacun à sa place, chacun à son poste, à faire vivre ce que j'appellerais la raison publique au niveau européen. Faire vivre la raison publique, ça veut dire que chacun doit pouvoir, par ses tribunes, par ses interventions publiques, voilà, là où chacun peut trouver une audience soit favorable, soit au contraire à convaincre, essayer de démontrer que l'Europe, pour être plus forte aujourd'hui, pour compter à l'échelle géopolitique, dans un monde qui est quand même de plus en plus impérial, de plus en plus brutal, avec, disons, le renforcement impérial de la Russie, de la Turquie, de la Chine, avec des États-Unis qui font parfois cavalier seul, eh bien, dans ce contexte-là, il faut impérativement que l'Union européenne invente un modèle fédéral attractif, c'est-à-dire finalement se débarrasse de la mauvaise image post-coloniale ou néocoloniale qui la dessert autant à l'échelle internationale. Un grand merci Céline Spector. Nous arrivons à la fin. Nous comptons sur le conseil scientifique et nous comptons spécialement sur vous pour pouvoir avancer face aux défis de l'Europe actuelle et de la nécessité d'un jour de la création d'une fédération européenne. Merci. Merci à vous de votre entretien.